Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à notre Faire affaire en France. Je suis ravie ce matin d'être entourée d'experts du marché français pour venir faire un petit tour d'horizon de ce territoire aux opportunités nombreuses et prometteuses, on l'espère. Donc, je me présente, Lucie Mélin, je suis directrice du service aux entreprises à la Chambre de commerce de l'Est de Montréal. Je serai votre animatrice ce matin pour cette activité organisée par notre service d'aide à l'exportation. Alors, en quelques mots, la mission de notre service d'aide à l'exportation est de former, de préparer et d'accompagner les entreprises de l'Est de Montréal dans leur développement et leur démarche d'affaires hors Québec par le biais de services conseils et d'activités en commerce international, comme celle qui nous réunit d'ailleurs ce matin. Donc, c'est plus de 100 entreprises uniques qu'on accompagne chaque année. Et tout cela est rendu possible avec la contribution et le soutien financier du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ainsi que Développement économique Canada. Un grand merci également à Desjardins et à l'Anglo Avocat qui sont grands partenaires de ce webinaire ce matin. L'activité aujourd'hui va prendre la forme de présentation de nos différents experts et un portrait de la situation économique française qui va nous permettre de mettre la table. Nous serons donc entourés d'intervenants spécialistes du marché français qui vont, autour de ce panel, discuter de plusieurs aspects, plusieurs thématiques autour du marché français. Et puis, enfin, l'un de nos intervenants vous sensibilisera aux risques liés au commerce international et comment protéger au mieux vos opérations à l'export. Si vous avez des questions, nous vous invitons à les indiquer dans le Q&A. Nous avons réservé à la fin de l'activité un temps pour prendre vos questions et interroger nos experts. Donc, nous sommes ensemble ce matin pour environ 90 minutes afin de parler de la France et plus précisément comment y réussir vos affaires. Donc, avec des relations favorisées et encouragées de l'accord économique et commercial global avec l'Europe et plus largement à travers les initiatives pour encourager les échanges des deux bords de l'Atlantique, comme l'année de l'innovation franco-québécoise l'année passée. On parle ici de 11,7 milliards de dollars d'échanges commerciaux bilatéraux entre nos deux pays en 2022. On va le voir dans la présentation qui va nous être faite du marché plus en détail. Mais l'Union européenne étant notre deuxième partenaire commercial au Canada et notre cinquième partenaire au Québec, on va bientôt voir ce que ce territoire présente de sérieux atouts pour nos entreprises québécoises. Donc, je m'arrête là pour l'introduction. Je vais laisser la parole dans un instant à nos invités que je souhaiterais d'abord vous présenter. Nous avons donc le plaisir d'accueillir ce matin Monsieur Côme de Bagneux, directeur du service aux entreprises Desjardins basé à Paris. Monsieur... Bonjour Côme. Monsieur Sylvain Heurl, avocat associé pour Langlois Avocat basé à Montréal. Bonjour Sylvain. Bonjour. Monsieur Éric Duflot, attaché aux affaires économiques et commerciales à la Délégation générale du Québec, à Paris également. Bonjour Éric. Bonjour. Et enfin, notre dernier intervenant expert, Monsieur Mathieu Lewis, directeur développement des services internationaux pour Desjardins à Montréal également. Bonjour Mathieu. Bonjour, bon après-midi. Merci pour eux en tout cas. Alors, nos différents panélistes du jour, qu'ils soient basés à Paris ou à Montréal, sont tous experts du marché français. Donc, un grand merci, messieurs, à tous les quatre pour votre présence parmi nous ce matin et cet après-midi pour nos partenaires français. C'est vraiment très, très apprécié. Alors, je sais que l'heure est déjà en effet bien avancée côté parisien, donc je ne sens plus tarder. Je vous propose de démarrer notre activité avec les présentations. Donc, commençons avec Monsieur Éric Duflot, comme je disais, attaché aux affaires économiques et commerciales à la Délégation générale du Québec à Paris. Monsieur Duflot, quelques petits mots pour mieux vous connaître. Après une formation de type École supérieure de commerce,
Eric a occupé des fonctions de développement et d'encadrement commercial dans les secteurs aussi variés que le bâtiment, le matériel de quincaillerie, les jeux vidéo ou encore le service informatique. Et depuis son entrée à la délégation générale du Québec à Paris, il s'est tour à tour occupé du secteur médical, de l'informatique ou encore de l'optique photonique pour avoir maintenant la responsabilité des secteurs aéronautique et transport. Merci beaucoup, Éric, pour votre présence et la parole est à vous. Merci beaucoup, Lucie. Vous voyez bien l'écran? Oui. Alors, je vais me permettre de présenter la délégation générale du Québec à Paris et le service économique. Alors, la délégation générale du Québec a été fondée en 1961. Elle a le statut diplomatique, c'est-à-dire que notre déléguée générale a le statut d'ambassadrice. Et donc, notre mandat, c'est de promouvoir les intérêts du Québec en France, mais aussi à Monaco. La délégation générale du Québec à Paris est la plus grande des délégations du Québec à travers le monde et on regroupe l'ensemble des services. Le service économique, Investissement Québec, dont le mandat est d'attirer des investissements étrangers au Québec, et en l'occurrence français. On est très actif dans le domaine de l'immigration. On a également les services affaires politiques, affaires culturelles, ainsi que les relations francophones et multilatérales, tout ça appuyé par nos collègues presse affaires publiques. Au service économique, notre mandat, c'est d'accompagner les sociétés québécoises sur le marché français. Je précise une donnée qui n'est pas indiquée, nos services sont gratuits. Et donc, on fait de l'accompagnement individuel et de l'accompagnement collectif. L'accompagnement individuel, c'est renseignement, conseil en stratégie, soutien. Après, on travaille pour organiser des rendez-vous et des mises en relation. De même, on fait des accompagnements collectifs, soit directement avec Investissement Québec, soit en partenariat avec des associations et autres clusters au Québec. On organise de même des activités de réseautage, de présentation à la délégation générale. Alors, l'équipe est composée d'un directeur, Monsieur Julien Cormier, et un certain nombre d'attachés, Sobia Bodin, moi-même, Linda Gagnon qui s'occupe des sciences de la vie et des industries créatives et du jeu vidéo, le secteur de la construction avec Garance Marcotte qui s'occupe également des biens industriels, ressources naturelles, et Sabri Ben Abdallah qui s'occupe des biens de consommation ainsi que des secteurs informatique, distribution et innovation. En termes de process, eh bien, on essaye au maximum de faire un accompagnement personnalisé de nos entreprises. L'objectif, c'est de faire du conseil, de l'aiguillage et de l'appui. Conseil, on présente à nos sociétés des occasions. On essaye de les accompagner en termes de besoins, en termes de normalisation et autres, les plans d'affaires, et puis bien entendu, comme je disais tout à l'heure, action d'identification et de sollicitation de clients et de partenaires potentiels. En termes de process, bien, on travaille en tandem avec nos partenaires au Québec, les ORPEX, les directions régionales, Montréal International, qui nous amènent, comme dans cette journée, à rencontrer de nouveaux clients. On travaille beaucoup avec Investissement Québec Montréal International avec qui on travaille en tandem, en duo. À chaque fois, on a un collègue au Québec et un collègue sur Paris pour accompagner les sociétés québécoises. Et puis après, les plans d'action sont faits par nous ou les autres délégations du Québec. On a une trentaine de délégations à travers le monde. En Europe, on a Paris, on a Bruxelles, Londres, Munich, Rome et Barcelone. L'ouverture d'une délégation du Québec en Scandinavie est prévue pour 2024. En termes de secteur, on essaye d'accompagner au maximum les entreprises aéronautiques, numérique, industrie créative, sciences de la vie, énergie, environnement,
sécurité défense, BTP construction, ressources naturelles et biens de consommation et mode. Voilà. En termes de présentation, Et, le service. et merci beaucoup, Eric, pour cette belle introduction et cette belle équipe bien complète. Alors, j'aimerais à présent vous présenter notre second expert panéliste, Monsieur Sylvain Heard, avocat associé chez Langlois Avocats. Sylvain œuvre en droit des affaires au sein du cabinet Langlois Avocat, pardon, depuis 2018. Auparavant, il a été vice-président et chef des affaires juridiques de Boralex, une société qui développe et exploite des actifs d'énergie renouvelable en Amérique du Nord et en France, de 2012 à 2018. À ce titre, Sylvain a été en première ligne de la croissance importante de Boralex en France et il possède une expérience unique sur notre faire affaire en France ce matin. Merci beaucoup, Sylvain, pour votre présence ce matin et la parole est à vous. Merci. Alors, je vais partager mon écran. Vous me dites si vous voyez. C'est bon? Alors, bonjour à tous. Merci pour Lucie pour l'introduction. J'ajoute aussi que je suis co-chef de la pratique France-Québec au sein du cabinet. On va y venir. Alors, attendez, voilà. Bon, quelques chiffres sur Langlois. Langlois, c'est un cabinet régional avec des bureaux à Québec et Montréal. On est au-delà de 175 avocats couvrant plusieurs secteurs d'expertise. On va y revenir aussi. Et on est un bureau qui a déjà fêté son centenaire il y a déjà quelques années. Donc, on a une présence au Québec bien affirmée. Alors, nos 5 grands groupes de pratique sont les suivants: litige et assurance. On a un groupe en construction et infrastructure également. Droit du travail et de l'emploi, où on est très présent médiatiquement. Puis en droit des affaires, on est une cinquantaine d'avocats à votre service. On est très chanceux. On a remporté le prix du cabinet régional de l'année pour l'année 2023, l'année dernière. Donc, cabinet régional de l'année Québec au Canadian Law Awards. Plus spécifiquement, ce matin, là, dans le cadre de la présentation, notre secteur droit des affaires, on est plus de 45, je pense qu'on est même 50, là, parce qu'on est vraiment, notre secteur vraiment en croissance au sein du cabinet. Alors, une clientèle internationale. Donc, on accompagne nos clients qui s'exportent, que ce soit aux États-Unis ou vers l'Europe principalement, dans toutes sortes d'industries. On n'est pas vraiment associé à une industrie en particulier. Je disais qu'on couvre pas mal tous les services juridiques là, qui peuvent intéresser vos entreprises. Donc, fusion-acquisition, du droit transactionnel, du droit corporatif, bien évidemment. Très présent aussi en valeur mobilière, tout ce qui concerne les sociétés inscrites à la bourse. On a plusieurs clients dans cette situation-là, donc on les accompagne, beaucoup de réglementation là-dedans, fiscalité, l'énergie, qui est très populaire au Québec ces temps-ci, une longue expertise aussi dans tout ça, technologie et intelligence artificielle, là, qui est un secteur de pointe là, qui émerge de plus en plus, évidemment. Et enfin, un secteur de relève d'entreprise où on accompagne des entrepreneurs qui malheureusement manquent de relève et souhaitent vendre leur entreprise. Souvent, ce matin, on discute on discute plutôt du flux du Québec vers la France, mais on constate, nous, au cabinet, qu'il y a beaucoup de trafic, disons, de la France vers le Québec, justement dans le cadre de reprise d'entreprise, dans le cas où les entrepreneurs manquent de relève. Type de mandat, assez varié. Là, je ne passerai pas beaucoup de temps sur cette diapo-là, mais
on, on fait de tout là, au service de votre société, là, des marques de commerce, de la protection de renseignements personnels qui est très, très à la mode vu la nouvelle loi, charte de la langue française avec l'affichage en français, les règles sur le français, ça interpelle beaucoup les entreprises, surtout celles qui arrivent de l'extérieur. Alors, on vous accompagne de A à Z dans toutes vos transactions et plus encore. J'expliquais tantôt notre équipe France-Canada. On représente des compagnies françaises qui viennent au Canada depuis plus de 30 ans. Donc, on a une expertise assez pointue. Mon collègue et associé, Maître William Hart, qui est au cœur de tout ça, puis je l'ai rejoint au moment où je me suis joint justement à l'Anglois. Donc, on a une force de frappe assez importante parce que on a un réseau sur la France assez étoffé. Puis, on y va à plusieurs reprises au cours de l'année, justement pour accompagner nos clients québécois qui se posent des questions sur comment faire affaire en France et aussi pour, euh, pour beaucoup de clients français qui souhaitent s'installer au Québec. Alors, on est membre de plusieurs associations là, en ce sens-là. Alors, voilà, n'hésitez pas à faire appel à nos services. Un petit snapshot là, de nos clients français. Alors, c'est vraiment de toute taille, de toute industrie. Mais ce n'est pas vraiment le sujet aujourd'hui. Le sujet aujourd'hui, c'est plutôt les entreprises québécoises qui veulent aller en France. Alors, ça complète, Lucie, ma présentation. Et merci beaucoup, Sylvain, pour cette présentation d'une expertise bien complète. J'ai vu quelques beaux noms québécois, mais j'ai vu surtout aussi des très beaux noms en Europe en termes d'accompagnement. Je tiens à vous mentionner que l'ensemble des contacts et des présentations de nos experts pourront vous être fournis à l'issue de la présentation de l'événement. Donc, eh bien, sans plus attendre, nous allons désormais rentrer dans le vif du sujet avec, en guise d'introduction, quelques mots de Monsieur Côme de Bagneux sur le marché français. Donc, je le disais tantôt, Côme est directeur des services aux entreprises pour le groupe financier Desjardins en Europe, première institution financière coopérative au Canada. Basé à Paris, il accompagne au niveau financier et stratégique les entreprises européennes et canadiennes dans leur développement transatlantique. Après une première expérience chez Airbus, il a travaillé pour Bombardier au Canada. Par la suite, il a rejoint les financements de projets de Crédit Agricole CIB, puis de la banque japonaise, j'espère que je ne vais pas l'écorcher, Sumitomo Mitsui, avant de poursuivre en fusion-acquisition pour l'opérateur de satellite Eutelsat. Côme est titulaire d'un diplôme d'ingénieur aéronautique et d'un MBA de l'université McGill de Montréal. Côme, un grand merci pour ta présence ce matin et la parole est à toi. Merci beaucoup, Lucie. Alors, je vais essayer effectivement en guise d'apéritif, de vous donner un petit aperçu de l'économie française, à mon modeste niveau, bien sûr. Je suis effectivement responsable des services d'entreprise au bureau de Paris. Je vous expliquerai un peu en quoi consiste mon rôle, mais je voulais d'abord vous présenter un petit peu la France au niveau macro, parce que il y a beaucoup de mythes, parfois des craintes de la part des Québécois et des Canadiens en général sur le marché français. Or, il existe beaucoup d'opportunités. Je pense que la liste que nous a présentée Sylvain ou la présentation d'Éric montre que ces opportunités sont bien là. Et l'idée, c'est de vous présenter justement assez succinctement les opportunités qui existent en France. Alors j'espère que vous voyez tous mon écran. Mais effectivement, on a en France une économie qui est quand même assez solide, qui est la deuxième économie d'Europe avec le Royaume-Uni et donc la deuxième économie de l'Union européenne après l'Allemagne, et qui connaît une croissance du PIB relativement stable, relativement faible, on pourrait dire, hein, comparée à la croissance du Québec ou du Canada ces dernières années, mais très résiliente, et on le voit sur 2023,
avec une croissance qui a été mesurée à 1%, qui vient d'être rectifiée ce matin même à 0,8%, mais ça reste relativement résilient par rapport à ce que, on va dire, le G7 peut connaître. Et ce qu'on dit souvent de l'économie française, c'est que elle croît moins que des économies nord-américaines lorsque la croissance mondiale est forte, mais elle baisse, elle décroît également moins lorsque il y a des crises, puisqu'on a un système, une économie relativement équilibrée, diversifiée, qui donc lisse un petit peu à la fois la croissance, mais aussi les récessions. Et puis on a un système social-libéral qui également diminue un petit peu les mises à pied et on va dire est un petit peu moins mobile que les économies nord-américaines telles que le Québec. Donc, c'est important de le souligner et je voulais vous présenter effectivement le schéma un petit peu économique de la France qui est très important que vous reteniez, et s'il y avait une chose à retenir, c'est bien celle-là, c'est que ce sont vraiment les régions. Il y a maintenant 14 régions en France qui sont le pilote, de l'économie française. Vous allez nécessairement, lorsque vous allez exporter ou vous implanter en France, parler, à, la région, quelle qu'elle soit. Il est important de toutes les connaître, de comprendre ce marché, de comprendre quelle est la région, d'implantation la plus favorable pour vous. On reparlera un petit peu plus tard des secteurs porteurs. Mais en tout cas, c'est très important que vous compreniez que cette région, avec certains organismes et bien sûr, Sylvain en parlait, les avocats, la délégation du Québec, Desjardins évidemment, que vous compreniez que ça soit vraiment au niveau régional que ça va se passer la plupart du temps. Alors vous voyez qu'il y a certains pôles de compétitivité, il y a des secteurs quand même en France qui sont, et vous les connaissez déjà sans doute, qui sont vraiment très, très porteurs et très connus mondialement. Alors, en point commun avec Montréal, il y a évidemment l'aéronautique, mais on connaît d'abord la France pour le luxe et l'agroalimentaire, qui sont des biens d'ailleurs, relativement et fortement exportés, au Québec et en Amérique du Nord. Vous avez également en région Auvergne-Rhône-Alpes, hein, la région de Lyon, un pôle, de santé, de biologie, de pharmaceutique très connu, important et très relié à la Suisse, qui est également extrêmement forte dans ce domaine-là, et bien connue à Montréal. Et vous avez des pôles effectivement agro, alors un petit peu dans chaque région, j'ai envie de vous dire. L'Île-de-France très connue pour ses céréales, des fruits et légumes, en Occitanie ou dans les Hauts-de-France, près de Lille. Tout ce qui est produits laitiers, charcuterie en Bretagne. Enfin, j'en passe, il y a énormément, énormément d'agroalimentaire et notamment, des produits de transformation qui peuvent être, là encore, assez intéressants si vous êtes dans ce secteur-là. Et puis vous avez des secteurs, d un petit peu, plus méconnus comme la Cosmétique Valley, hein, dans la région centre, la France étant pourtant relativement connue dans ce secteur-là, mais on ne saurait pas trop situer, ce domaine-là en particulier. Alors il est très présent en Île-de-France, très présent dans la région centre, très présent en région PACA, hein, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est également connu, pour ses savons et pour ses grandes entreprises aéronautiques que vous retrouvez, je le disais, à Toulouse en Occitanie, mais aussi à Marseille dans le sud-est ou à Bordeaux, sur la façade atlantique. Donc ça, c'est également très important, de le souligner. Et puis vous avez, des régions très diversifiées, plus industrielles comme le Grand Est, comme, Bourgogne-Franche-Comté et puis, là encore la région, Auvergne-Rhône-Alpes qui en termes de manufacturiers, se démarque, assez nettement. Ce qu'il faut voir, surtout par rapport à ces secteurs économiques, c'est que évidemment vous avez des pôles, vous avez des centres comme Lyon pour les sciences de la vie, Toulouse pour l'aéronautique, Paris pour la banque, et bien d'autres. Qui sont des pôles d'attractivité, qui sont des pôles très existants, mais vous avez aussi des régions où il y a des pénuries en termes de zones manufacturières
On pourrait penser à la Normandie, on pourrait penser peut-être un petit peu à la Bourgogne-Franche-Comté ou au nord de la Nouvelle-Aquitaine. Et ces régions vont vous accueillir et vous dresser un tapis rouge pour pouvoir vous implanter. Et avec le système de transport qui existe en France, c'est très intéressant de considérer ces régions puisque vous pouvez très facilement desservir l'ensemble du marché français grâce au réseau ferroviaire ou aéronautique qui existe sur la France comme en Europe. Donc, j'ai envie de vous dire, ne vous passez pas d'une étude de marché, on en reparlera, mais c'est très, très important pour vous de regarder non seulement les secteurs qui vont bien, mais aussi les secteurs qui ont du potentiel, où la France a besoin justement de l'expertise québécoise. Et cette expertise québécoise, elle est tout à fait étonnante. Il suffit de voir les échanges de biens France-Québec pour s'en rendre compte. Vous voyez qu'il y a 1 milliard ou quasiment 2 milliards de dollars en termes d'export Québec vers la France, ce qui représente 49% des exports canadiens. Donc le Québec est très clairement la province la plus exportatrice vers la France. Et puis de l'autre côté, 3 milliards et demi de dollars de la France vers le Québec, ce qui est même pas le double. Et compte tenu de la taille de l'économie et de la taille des populations, c'est tout à fait étonnant. On parlait de Boralex tout à l'heure, qui est extrêmement bien implanté en France. On pourrait parler de CGI que Eric connaît bien. On pourrait parler de Polycor. On pourrait parler de bien d'autres acteurs tout à fait étonnants et qui ont vraiment fait reconnaître l'expertise québécoise en France. Alors, quel est le potentiel? Ben, tout simplement d'être différenciant. Et je ne vais pas vous parler de tous les secteurs, j'en ai pas le temps, on en reparlera de toute façon tout à l'heure, mais retenez bien aussi, je le répète vraiment à chaque webinaire, que vous avez des méthodes de gestion, des méthodes de management qui sont extrêmement différentes de la France et qui nous apportent énormément. On sait qu'en France, ben, on a tendance à avoir une administration un peu lourde, des process un peu lourds, et votre façon de gérer, votre façon de travailler, a une vraie plus-value en France et en Europe. Donc, on n'en parle pas souvent, on parle souvent des biens, des services, mais on ne parle pas forcément de votre organisation et de vos méthodes de gestion. Donc, retenez-les bien, elles sont importantes. Alors, je parlais de la population, hein, il y a quand même des faits saillants à connaître sur la population française. On a 68 millions d'habitants, donc c'est la deuxième population à égalité à peu près avec le Royaume-Uni sur l'ensemble de l'Europe après l'Allemagne. C'est vraiment une économie de consommation, on le dit très souvent, où les ménages consomment bien, ils épargnent bien, ils n'ont pas de tendance au surendettement, et ce qui fait que la consommation est relativement stable et très solide. Et ça a toujours porté l'économie française, et ça l'a toujours rendue résiliente. Ce qui la pénalisait ces dernières années, c'est beaucoup de freins à l'implantation, justement, à la création d'entreprises, des freins fiscaux. Et de ce point de vue-là, ces dernières années ont quand même vu une nette amélioration. Je pense notamment à l'impôt corporatif qui, il n'y a pas si longtemps, était à 34%. Alors 9% de baisse, bah, c'est colossal. Et aujourd'hui, vous avez un impôt corporatif qui est inférieur à celui que vous trouvez au Québec, à 25%, avec une tranche dans les premières centaines de milliers d'euros à 15%. Mais retenez 25%, ça sera tout à fait juste en termes d'approximation. On a aussi un taux de chômage, alors qui va vous paraître élevé, puisqu'il est plus élevé qu'au Québec, mais qui est relativement faible historiquement en France, hein, à 7,6%, et qui a tendance, encore une fois, à travers les lois sociales, à rester relativement stable ces derniers mois. Avec l'avantage, c'est que ce taux de chômage, ben, il vous donne aussi une main-d'œuvre disponible. Et on a même eu des créations de filiales québécoises récemment qui venaient chercher justement la main-d'œuvre française sans forcément avoir le marché sur place, mais tout simplement pour avoir la compétence et le marché et en tout cas la disponibilité de la main-d'œuvre. TVA à 20%, plus élevé. Et puis les charges, alors ça, c'est la partie un petit peu lourde en France. Les charges patronales, les charges salariales. Charges patronales 25 à 42%, c'est très élevé, il faut le reconnaître. Charges salariales 20-25%, c'est relativement élevé. Mais ayez en tête qu'il y a beaucoup d'avantages sociaux liés à cela et que c'est ça qui porte la consommation et qu'il y a beaucoup d'avantages employés que vous n'aurez pas à rajouter.
Donc ça compte ces charges patronales et salariales, elles incluent l'assurance santé, elles incluent une retraite gouvernementale qui est relativement généreuse par rapport à la vôtre. Donc, ce ne sont pas des charges qui sont jetées à la poubelle, ce sont des charges quand même qui ont leur utilité pour votre entreprise comme pour vos employés. Alors n'oubliez pas, et j'accélérerai un tout petit peu parce qu'on en reparlera, que le plan d'affaires, il est très important, même pour aller voir votre banquier. Et il y a une façon qui est assez différente de présenter par rapport à ce que vous pouvez connaître au Québec comme dans le reste du Canada. C'est que vous allez beaucoup insister en Amérique du Nord sur le marketing, sur les méthodes de management, sur la qualité de votre équipe, et vous avez bien raison. C'est très important. Mais en France, on a tendance à l'analyse. On dit souvent qu'on est un pays de matheux, donc on a tendance à analyser, à planifier, à regarder. Et c'est peut-être ce que va attendre votre banquier, c'est sans doute ce que vont attendre vos partenaires et vos clients. Donc il va falloir sortir des chiffres, donc il va falloir sortir une certaine planification, même si vous savez bien que tout entrepreneur connaît énormément de surprises. Donc retenez bien que l'approche en termes de rédaction du plan d'affaires est très différente. Et puis, j'en terminerai avec ce que fait le bureau de Desjardins en particulier. On fait du conseil à l'implantation. On se concentre avant tout sur notre qualité d'institution financière, hein. Donc on est très complémentaire de ce que fait la délégation du Québec. On va vous informer de façon neutre et non payante sur le marché français, le marché européen. On va vous aider à réseauter dans la limite de nos moyens. Et puis, on va vous aider également à travers un service de prospection qui s'appelle Passeport Affaires et qui va vous permettre d'aller un petit peu plus loin que ce que fait la délégation du Québec en vous suivant un petit peu plus dans la durée. Heu et tout en étant très complémentaires, on va vous aider et Mathieu pourra en parler tout à l'heure, à travers des offres qui sont vraiment assez intéressantes financièrement, à procéder à une étude de marché, à procéder effectivement à un ensemble de recherches de partenaires potentiels. Et puis, évidemment, à conclure, si possible, des transactions. Mais on en reparlera tout à l'heure. On a guidé, par exemple, la société Affordance, hein, que vous connaissez sans doute, dans les jeux vidéo éducatifs. Mais je vais m'arrêter là pour le moment et je laisserai Mathieu reparler de Passeport à faire tout à l'heure pour rendre la parole à Lucie et à mes confrères. Merci beaucoup, Com. Pour ce tour d'horizon, en effet, le temps file très vite. Donc, je vous propose tout de suite de passer à notre panel d'échange en commençant par un petit sondage qui va s'afficher tout de suite sur votre écran. On aurait aimé savoir combien d'entre vous faisaient déjà affaire en France et sinon, quels sont ceux qui ne sont pas encore présents sur le marché français mais qui souhaitent le faire ou qui l'envisagent. Donc, je vous en prie, allez-y. Oh, pardon. On vous laisse quelques secondes pour nous répondre. Et puis, ça va nous permettre de vous connaître un petit peu mieux. Olivier, je te laisserai nous donner les résultats du sondage. Mais pour l'instant, ça ne bouge plus beaucoup. On est à peu près 30% qui font déjà affaire en France et pour le Mmh, reste qui ne sont pas encore actifs sur le marché français, mais qui seraient intéressés à euh, explorer les options. super. Eh ben, merci beaucoup, Olivier. Parfait. Ben, écoutez, on espère que dans les prochains temps, le pourcentage va augmenter suite à notre activité de ce matin. Donc, sans transition, je vous propose de passer à notre première thématique qui fait suite à la présentation de Com. Com, merci beaucoup pour ce portrait économique de la France. Donc, en guise d'introduction de notre panel, et puis, je m'adresse à vous, Eric. Est-ce qu'il serait possible, en fait, de nous indiquer les secteurs économiques, en appui à ce que disait Com, les plus porteurs pour nos entreprises québécoises? En d'autres termes, quels sont les besoins spécifiques du marché français qui pourraient être comblés par des produits ou des services québécois? Les tendances, qu'est-ce qui pourrait représenter une opportunité d'affaires pour nous ici au Québec? Alors, ce qui importe, je vais répondre un petit peu différemment. Ce qui importe, c'est la nature, en fonction de la nature de l'activité de l'entreprise, hein, parce qu'il y a des choses qui peuvent pas se vendre, mais c'est pour le marché français, il faut être distinctif
et qualitatif. C'est vraiment la clé majeure. Faut pas oublier que la France, c'est le pays des labels. Alors, tout à l'heure, comme parler d'agroalimentaire avec une carte de France, il y a des, vous achetez du poulet, il y a du label. Bien entendu, le vin, il y a du label et ainsi de suite. Et de façon intuitive, le français va réagir en termes de label et de qualitatif. Faut pas oublier, aux États-Unis, on a les GAFAM et en France, on a les acteurs du luxe. Alors, les acteurs du luxe ont des capitalisations boursières qui sont stratosphériques. Et pourquoi? Parce que c'est du qualitatif. Donc, ce qui importe, c'est, en termes de secteur d'activité, il faut pas qu'on soit dans le cheap. Hein. De toute façon, le Québec pourra jamais concurrencer les pays d'Asie du Sud-Est, la Chine, ou les pays low cost pour l'Europe, qui seront le Maghreb, l'Europe de l'Est et ainsi de suite. Donc, il faut que chaque société qui veut vendre, tout à l'heure, comme parler d'études de marché, ait une notion de ses concurrents, mais aussi euh, qui soit, qui s'arrange pour être qualitatif et que ce soit légitime. Dire je Ouais. suis de qualité, non. Alors, ça tombe bien, on a des beaux produits de qualité ici au Québec. Donc, je comprends qu'en fait, il faut vraiment savoir se distinguer pour pénétrer le marché français. Mais si je refaisais un petit peu de parallèle, est-ce qu'il y a quelques secteurs dont que vous pourriez nous mettre de l'avant pour nous dire Alors un nous, petit peu si des opportunités d'affaires vraiment spécifiques s'offrent à nous? alors, je m'occupe notamment du secteur aéronautique. On a maintenant une dizaine de sociétés québécoises qui sont implantées en France. En aéronautique, en informatique, on a une cinquantaine de sociétés québécoises qui sont implantées. Tout à l'heure, comme parler de Polycor, et de nouveau, ils se sont implantés parce qu'ils sont, je reboucle, là, ce sont des gros secteurs où il y a d'énormes implantations. Après, même sur des biens de consommation, alors que le Québec, c'est pas une société de biens de consommation, je vous mettrai au défi de me citer 10 marques mondiales québécoises, grand public. Et pourtant, on a des sociétés qui sont présentes. Voilà. Mais les secteurs du B2B, dans le domaine du transport, on est très actif également. Hein, voilà, là, je parle pour les secteurs dont je m'occupe plus spécifiquement. Avec à D'accord. chaque fois, je rebondis, faut être qualitatif. Oui, on a bien entendu ce point. Mais en tout cas, peut-être que dans notre auditoire, on va avoir des entreprises qui seront curieuses tout à l'heure de nous poser la question si certaines opportunités peuvent être vraiment d'importance pour elles. Donc, toujours dans la thématique économique, puis là, comme je voudrais revenir un petit peu vers toi, on parle beaucoup à l'échelle mondiale. Là, on est début d'année, on parle beaucoup d'inflation, des impacts sur l'économie mondiale. Euh, on a parlé un peu tantôt un peu du paysage économique, puis de la situation quand même qui est relativement favorable. Mais à ce niveau-là, quel est vraiment l'impact sur les importations de la France? Qu'est-ce qu'on y voit pour 2024? On avait des échanges qui étaient vraiment en nette progression de la part du Québec vers la France, Canada vers la France plus largement. Donc, j'étais curieuse de savoir un petit peu ce que tu peux nous dire là-dessus, parce que on va avoir quand même quelques beaux défis cette année. Alors, il y a un énorme impact, Lucie, et je n'ai pas eu le temps de le traiter tout à l'heure, mais voilà, c'est l'occasion de le faire. Alors, je vais parler d'abord un petit peu de l'inflation, parce que pour la mesurer, pour la comparer à ce que vous connaissez au Québec, eh bien aujourd'hui, en 2023, devrais-je dire, elle a été de 4,9% en France, ce qui reste relativement élevé. Le niveau des taux directeurs, les taux de refinancement de la Banque centrale européenne, puisque c'est bien elle qui gère les taux sur l'ensemble de la zone euro, sont à peu près au même niveau, à 4,5%. Donc on a une inflation qui est désormais maîtrisée, qui est en baisse et qui a été attendue à 2,5% en 2024. Donc on espère que cette valeur sera effectivement vérifiée. Et puis, donc on a une inflation qui commence à être maîtrisée, qui va normalement bientôt descendre sous l'objectif des 2%.
mais avec une croissance à 0,8 ou 1%, on voit bien que cette inflation continue à peser. Donc je parlerai plutôt de 2023 parce que 2024 commence plutôt bien en termes de pouvoir d'achat et donc de consommation des ménages. Et j'en parlais, ça porte énormément l'économie française. Mais en 2023, on va se dire les choses, ça a été assez catastrophique. Je sais que ça l'a été aussi, ça a été très dur aussi au Un Québec. peu partout. Voilà, mais en France, on a surtout vu, les prix de l'énergie bondir. Ouais. Les prix de l'agroalimentaire, comme on est un gros producteur, ils ont quand même explosé, mais on a un petit peu mieux maîtrisé et puis, en tant que Français, on a tous nos petits filons pour aller acheter, localement des produits un petit peu moins chers. Donc c'est surtout l'énergie qui nous a fait mal et c'est toujours l'énergie qui nous fait mal aujourd'hui et qui fera mal en 2024. On a vu une inflation, qui, restait quand même assez forte, en termes énergétiques et puis on a vu un bouclier fiscal gouvernemental qui existait en 2023 pour les ménages, qui vient d'être levé et les prix de l'énergie devraient aussi être revus à la hausse, durant l'été 2024 et ça va continuer à peser sur les ménages, mais aussi sur les entreprises. Donc il faut trouver, le bon équilibre, il faut faire, très attention à vos investissements en termes énergétiques. Ça veut dire aussi, encore une fois, des opportunités. Tous les économistes le disent. Des opportunités pour nous peut-être, puisqu'on est quand même, au Bien Canada, sûr. un Alors grand j'en re acteur de l'énergie sur la scène internationale. alors j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il y a des échanges très forts, et étonnamment forts, du Québec vers la France, hein, comparé à la population québécoise, qui est passée récemment à 9 millions. Mais enfin, ça reste assez, peu dense par rapport aux 68 millions français. Alors il y a beaucoup de miniers, hein, qui s'est, effectivement, exporté en France, du minier, de l'énergétique provenant du Québec. On en a parlé tout à l'heure, Sylvain en a parlé, Boralex. On essaie de se départir de l'agroalimentaire et de l'énergétique russe, pour des raisons évidentes de conflit avec l'Ukraine. Donc il y a encore des opportunités Des puisque belles on compte opportunités pour le Québec, qui est en fait finalement, quand même un acteur majeur sur la scène internationale sur ces 2 secteurs que sont l'énergie et l'agroalimentaire. complètement. Et puis alors deuxième sujet, on parle de l'énergétique, mais on parlait de Boralex, d'Inergex, également présent en France. Heu, il faut parler évidemment de l'énergie propre et de tout ce qui est dépollution et là encore, les Québécois se démarquent. On a eu un salon Pollutech, l'automne dernier en France qui a été assez extraordinaire et où on a vu des Québécois s'implanter, à la fois des petites entreprises, mais aussi des grands champions dans tout ce qui est dépollution, dans tout ce qui est énergie nouvelle, dans tout ce qui est, réhabilitation des sols. Et recyclage, bien entendu. Et là-dessus, les Québécois sont extrêmement, extrêmement forts. Donc, ça crée des opportunités. Et cette inflation, elle n'est pas simple à gérer pour les ménages. Elle diminue la consommation, on le voit, mais elle crée aussi énormément d'opportunités en termes de chaînes logistiques, d'approvisionnement et puis d'innovation, encore une fois, sur, tout ce Oui. qui est la dépollution et puis tout ce qui, doit, provenir de pays fiables et stables. C'est complètement le cas du Canada et en particulier de la province du Québec. Merci beaucoup, Com. Alors, si je rebondis un petit peu ben, sur la thématique des opportunités, je vais m'adresser à Eric. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu de la programmation de la délégation générale qui pourrait en fait finalement encore favoriser les échanges et les opportunités d'affaires pour nos PME québécoises qui cherchent pardon, à s'exporter en France? Alors, outre les accompagnements individuels, on travaille beaucoup sur des accompagnements très spécialisés en termes de secteur d'activité. Hein, pour l'exercice 2024-2025, on aura début avril le BIM World, hein, dans le domaine du BIM, qui va être un salon fort. On va, au mois de mai, emmener des acheteurs au Québec, au CIAL, Montréal. Oui, beau salon. De même, on emmènera des acheteurs français au Forum de l'innovation de Aéro Montréal. On accueillera au mois de mai toujours, le mois de mai va être un mois très dense, hein. On aura une On forte voit ça. participation de start-up québécoises à Vivatech.
OK. Et l'année dernière, on avait déjà eu une grosse activité. Après, au mois de juin, on sera présent à Eurosatori. Comme vous voyez, à chaque fois, on a des salons très, très ciblés. Au mois de septembre, dans le domaine du bâtiment et de la construction, on sera présent à Batimat. Batimat. Au mois d'octobre, dans le domaine du transport dont je faisais part, à un salon, on sera présent à European Mobility Expo qui est dans le domaine du transport urbain avec 5 ou 6 sociétés québécoises qui seront exposantes. On sera présent aussi dans le domaine congrès de l'industrie minérale, dans le domaine des mines. Vous voyez, tout à l'heure, comme parlait de Polytech, normalement, on devrait accueillir au mois de novembre une mission dans le cadre de Polytech. Et pour finir 2024, il y aura au mois de décembre une convention d'affaires qui s'appelle Aéromart, qui nous permettra d'accueillir des entreprises québécoises. Là, je parle d'action collective. Une Après, programmation très, très riche et très diversifiée. après, dans tout ce qui est biens de consommation et autres, il y a toujours l'aspect accompagnement individuel. Et quand on est en lien avec les sociétés québécoises, on va aussi leur suggérer, leur recommander tel ou tel salon, ne serait-ce que pour y aller en tant que visiteur. Et puis, le Est-ce cas que c'est échéant, une... Oh, pardon. Je vous en prie, Eric, je vous en prie, pardon. on se rend compte qu'il y a une masse critique. Et là, même si c'est hors budget du gouvernement du Québec, on se met en lien avec les organisateurs du salon du style, on aurait 5 ou 6 sociétés québécoises. Est-ce qu'on peut imaginer d'avoir non pas un pavillon commun, mais regrouper nos entreprises ensemble? Et par exemple, European Mobility Expo, c'est exactement ça. C'est une Voilà, très belle quand idée. le Québec a une image très favorable en France, les Français aiment le Québec. Et donc, avec les organisateurs, la question, hier, j'étais avec European Mobility, il me disait, mais pourquoi, en quoi est-ce que vous êtes légitime? C'était la question qu'elle m'a posée. Et je lui ai dit, bah, c'est simple, on est actionnaire à 30% de Keolis, on est le plus gros actionnaire de Alstom, on est présent ça, ça. Hop, ça y est, c'est bon, on est légitime. Oui, on va vous mettre un 54 mètres carrés où on mettra nos Super. Québécois. Mais l'argument, c'est tout de suite, est-ce que vous êtes légitime? Hein, excusez, qu'on J'entends. évite d'être les grands parleux et petits faiseux. Eh ben, Voilà. ça tombe super bien, Eric. Merci beaucoup. Parce que ça nous va nous faire passer sans plus tarder à la culture des affaires et aux bonnes pratiques. Alors, si je dois commencer avec ça, je vais m'adresser à Com. Si on veut favoriser ses chances de succès sur le marché français, quels sont les devoirs à faire en amont de la démarche d'exportation? Est-ce qu'on a des barrières à l'entrée ou des risques à anticiper qui sont vraiment notables pour nos exportateurs? Alors, des barrières à l'entrée, maintenant qu'on a l'accord de libre-échange qui est mis en œuvre, il y en a quand même beaucoup moins. Ça reste les droits de douane restaient les barrières à l'entrée les plus fortes. Maintenant, de mon point de vue, la plus grande barrière à l'entrée reste l'interculturel. Les écueils qu'on connaît, et même en banque, ça vous étonnera en termes de financement, on a eu un écueil il y a un peu plus d'un an maintenant, où le financement, il y avait de l'appétit pour le financement, euh, il y avait un ensemble de banques françaises qui avaient alloué un crédit court terme, une marge de crédit à un acquéreur québécois qui s'en venait en France dans l'aéronautique. Et pour des problèmes de communication, toutes les banques se sont mis à lui refuser une marge de crédit. Non pas pour des problèmes financiers, mais vraiment pour un problème de communication. Donc vous voyez que ça peut être, l'écueil peut aller, ça va plus loin que l'alchimie, que le bon sens commercial. Ça peut En aller effet. jusqu'à la finance et ça demande du temps. Et moi, je conseille toujours, et ça les étonne parce que mon rôle est avant tout financier et bancaire. Je conseille toujours aux membres des jardins et à ceux qui souhaitent nous rejoindre de, prendre le temps d'aller discuter, bah, avec Eric, avec Mathieu, heu, avec toi Lucie, puis pourquoi pas avec Sylvain également sur l'interculturel parce que ça prend du temps et que justement d'ailleurs dans le passeport affaires que Mathieu, va évoquer tout à l'heure, on a un temps d'échange et des premières rencontres organisées avec des partenaires potentiels français, où là, vous allez pouvoir vous rendre compte de votre discours et vous allez pouvoir l'ajuster.
c'est extrêmement important d'aller se tester un petit peu. Eric et la délégation du Québec sont extraordinaires en termes de salon. Moi, je vais les voir régulièrement, voire je participe avec eux. En termes de salon, de réseautage, c'est tout à fait extraordinaire de participer aux missions de la délégation. Ça permet de tester. Et une fois que vous êtes plutôt à l'aise, soit à travers Passeport Affaires, soit à travers les missions de la délégation, soit les deux, moi je vous conseille de faire les deux, le marché est gros, il faut bien s'entraîner. Vous pouvez aller vraiment en prospection proactive vers des clients qui sont importants pour vous, parce que la première impression, hein, c'est comme pour tout, elle est très importante. Donc testez-vous un peu, soit sur des prospects qui sont souples, soit à travers des partenaires qui sont déjà très liés au Québec et qui ont un bon a priori sur vous. Et une fois que vous vous êtes testé sur cela, allez voir des clients, des prospects qui sont très importants mais qui vous connaissent mal. Et dès lors que vous êtes bien entraîné, ça devrait se passer bien, à la fois parce que vous êtes différenciant, mais aussi parce que le Québec a une image très favorable. Donc pour moi, c'est ça le plus important. Et puis évidemment, après, évidemment, il y a tout le côté technique, mais là, on est là pour vous accompagner, que ça soit Sylvain, Eric, Mathieu ou moi-même. Le côté technique, vous allez vite l'appréhender, vous allez vite le Oui. comprendre. On a toujours besoin d'être accompagné. C'est souvent le réflexe qui nous vient quand on a des besoins en termes techniques. Mais c'est vrai que la culture, c'est un point à ne pas négliger si je parle plus généralement du commerce international. Et que peut-être que de par notre langue commune, parfois on aurait peut-être un peu tendance à oublier qu'on a aussi certaines différences culturelles en termes d'habitude, en termes de façon de faire des affaires. Et donc, si je comprends bien, comme ce que tu nous dis, c'est qu'il ne faut pas hésiter non plus, au-delà de l'accompagnement technique, de demander aussi un petit peu de soutien en termes d'accompagnement à la démarche de prospection ou d'approche ou de collaboration avec des partenaires potentiels français. C'est primordial et je pense que, encore une fois, se tester un petit peu, mais ne pas hésiter à aller chercher, pourquoi pas, une société de conseil, en communication ou en interculturel. C'est loin, loin d'être, galvaudé et d'être exagéré. Super, merci. Ben, on va revenir un petit peu sur les faux pas à éviter dans un second temps. Mais là, on parlait un petit peu de nécessité parfois d'accompagnement technique. Et là, je vais parler un petit peu plus juridique. Donc là, si on parle toujours en termes de collaboration, et puis qu'on a la chance d'avoir été un petit peu soutenu par un expert conseil en interculturel localement, qu'on a assisté à un bel événement mené par Eric et son équipe. On trouve un partenaire, on est heureux. Là, je m'adresse à Sylvain. Si on parle contrat d'entente avec un partenaire d'affaires français, quel aspect on devrait considérer dans nos ententes avec un client français? Est-ce qu'on a des aspects en termes de normes, en termes de fiscalité, en termes d'obligations légales? Qu'est-ce qu'il faudrait vraiment noter pour éviter c'est ça, le faux pas dans nos ententes? Mais là-dessus, là-dessus, encore une fois, il y a beaucoup de différences culturelles. Les Québécois, on est très habitués de faire affaire. On est un État civiliste, la France aussi, mais le Québec est largement influencé au niveau juridique par tout ce qui est la commune law, puis la façon de faire des affaires en Amérique du Nord. C'est là qu'on voit qu'il y a une très grande différence avec les partenaires français, entre autres. L'accompagnement, on en a parlé, qu'on en a parlé, donc moi je pense que c'est très important d'être accompagné par euh, euh, soit quelqu'un comme moi, soit quelqu'un comme nos autres panélistes là, qui peuvent vous aider à prendre contact, mais ça prend des experts locaux absolument critiques parce que il faut savoir, premièrement, l'avocat français, c'est pas l'avocat non plus québécois. Ils ont le moins le rôle de conseiller d'affaires qui enveloppe un peu plus là, son client, qui est plus près de son client, plus dans la confidence. L'avocat français, c'est moins son rôle, et plus technique, il va être plus
Donc, il va être très bon, ce n'est pas une question de compétences, mais il va être moins dans le niveau conseil général en prenant la globalité de l'entreprise puis son plan d'affaires. Donc, il faut être prudent, mais je dirais que c'est pas vraiment, c'est plus dans l'approche puis dans le partenariat. Moi, mes expériences, c'est sûr, c'est une bonne communication, il faut s'entendre très bien, puis il faut être conseillé localement parce qu'il y a des subtilités. Puis quand on est un étranger, puis qu'on signe une entente de partenariat, un contrat de distribution, que sais-je encore, on peut être surpris. Donc, du conseil local, super important. Qu'est-ce que j'allais dire avant que j'oublie mon idée? La fiscalité, c'est important, mais on va en reparler là, sur les structures d'entreprise. Il faut savoir aussi, là, avant de se lancer dans quelconque entente, dans le fond, comment les fonds, puis peut-être Mathieu va en discuter aussi, mais le transfert des fonds, puis comment rapatrier l'argent, rapatrier les profits ou rapatrier ces billes, là, ça peut être un peu plus compliqué. Donc, c'est bon d'y avoir réfléchi à l'avance, sachant que il y a quand même un traité fiscal entre le Canada et la France là, qui aplanit là, un certain nombre de retenues fiscales qui existent là, de par le monde. C'est ce que je dirais. Il ne faut pas être surpris, là, les contrats français sont souvent moins longs, moins compliqués que les contrats nord-américains. La France est moins litigieuse commercialement là, que, par exemple, avec des partenaires, des entreprises américaines. On connaît ça, là. Oui, Je ne veux pas faire de en grandes effet. idées reçues ou de grands préjugés, mais disons que les Américains sont beaucoup plus litigieux. Ça fait partie de leur pratique d'affaires. La France, on le voit moins. On peut se heurter. Il peut y avoir des éclats de voix régulièrement, mais une fois la tempête passée, c'est assez étrange, là. Une fois la tempête passée, c'est ça, c'est passé, puis on continue, puis on avance. Donc, C'est assez représentatif de la culture française, en effet. alors Mais voilà, c'est ce que j'aurais à dire là-dessus, Lucie. Soyez prudents, lancez-vous pas tête baissée en disant j'ai de l'expérience en affaires, j'en ai signé plusieurs contrats. Là, c'est un nouveau pays, c'est un nouveau système juridique. Il faut être accompagné, puis je pense qu'il faut faire preuve un peu plus d'humilité dans son approche. Euh, mais pour le reste, c'est assez semblable qu'au Québec, là. Faire un joint venture, faut s'entendre, faut essayer de courtiser son partenaire pour un peu mieux le connaître avant de se lancer dans un mariage en bonne et due forme. Justement, j'aimerais bien ça, juste pour que nos participants ils gardent ça en tête. Le mieux, c'est toujours d'aller faire vérifier vos ententes. Puis ça, on le dit de façon générale pour n'importe quel pays. Quand vous faites vos premiers pas sur un marché, pour votre première expérience et pour pas faire un faux pas qui pourrait vous coûter beaucoup. Puis là, je parle en termes financiers, mais en termes de temps, en termes humains, c'est beaucoup de choses. On vous recommande d'au moins bénéficier d'un accompagnement pour vos premières fois. Mais Sylvain, si on avait juste 3 choses à retenir où on se dit, si jamais je suis dans le cadre d'une entente avec un partenaire français, il faut que je sois vraiment très prudent et vous le disiez très bien, qu'est-ce que je retiens? Juste en 3 mots. Si je n'ai pas mon expert qui est là pour me choyer à Montréal. En fait, je pense que personne ne va être surpris par le type d'entente qu'on va voir. Je pense qu'on est très familier, ça ressemble beaucoup. OK, Donc pour ça, ça se ressemble beaucoup. Après, c'est dans en les moins lourd. subtilités. C'est ça. Après, c'est les subtilités. Il y a beaucoup de trucs qui sont dans la loi, donc c'est pas écrit dans le contrat, puis c'est la loi le code du commerce, le code civil. La France est très codifiée. Donc, il C'est bon y à a beaucoup savoir. d'obligations qui se retrouvent dans les codes de loi, qui ne sont pas dans les contrats. Et votre contrepartie, co-contracteur français, lui le sait, vous ne le savez pas, donc c'est important. Ensuite, je dirais, retenez que le formalisme est très important en France. La procédure est parfois plus importante que le fond. Autrement dit,
le contenant est parfois plus important que le contenu. Si le contenant Tout à fait. est défaillant, ça fait tomber. C'est assez étrange là, quand on fait nos premières armes, mais il faut retenir que le formalisme est archi important. Si si on a un manquement au niveau du formalisme, ça peut tout faire capoter. Super. Merci Voilà, beaucoup, Sylvain. avec plaisir. Alors, bah, justement, avant d'en arriver à nos contrats d'entente, et puis je vais m'adresser à Com et Eric, y a-t-il des recommandations qu'on pourrait faire à nos exportateurs, nos entreprises, pour adapter nos produits ou nos services afin de répondre aux attentes culturelles justement du marché français? Qui veut commencer? Com ou Eric? Je vous en prie, allez-y. Alors, je dirais, Eric? oui, euh, tout à l'heure, on parlait de salon. Si vous avez la possibilité de visiter un salon à titre de visiteur, vous allez voir comment font vos confrères. Il y a un proverbe qui dit à Rome, on fait comme les Romains. Le dire, c'est bien, le faire, c'est mieux. Et après, on se rend compte la différence, comme on parlait tout à l'heure, de vocabulaire et autres. Je vais donner un exemple très simple. J'ai accompagné dans le passé une société française qui allait vers le Québec, qui voulait faire un investissement. Ils faisaient de l'électronique de pilotage de centrales d'enrobage. Ils me présentent et je leur dis, ils revenaient du Québec, je leur dis stop, joker. Comment on le dit en québécois? Ils savaient le dire, c'était l'électronique de plan d'asphalte. Parce qu'une centrale d'enrobage, à mon avis, pour vous, Québécois, c'est peut-être ce qui met du chocolat sur un cône glacé ou autre. En tout cas, pas du goudron sur la route. Et donc, et après, je leur ai dit quel est l'asphalte et ainsi de suite. Faut, faut, faut que ce Et soit ça marche dans les transparent. deux sens, hein, Eric. On Ça va marche dire dans les deux aussi, sens, tout à quand on fait. va vers la France, nous, on a nos habitudes de langage qui sont, on a quelques différences sur notre vocabulaire. Puis là, il faut se poser la question. Moi, j'ai pour usage et pour habitude d'appeler ça comme ça. Est-ce que on utilise le même vocabulaire en France ou pas? Puis de faire quelques recherches en amont pour C'est ça. s'assurer qu'en fait, on finisse par parler le même langage ou qu'on fasse pas de faux pas là-dessus. Ça, c'est le premier point. Euh, Le deuxième, et oui, après, je vas-y. laisserai la parole à Com, Allez-y, allez-y. connaître, connaître ses concurrents. Quand 9 fois sur 10 on entend dire, j'ai pas de concurrent en France. Et moi, j'ai eu un dossier, c'était un truc à chenilles. Le gars dit, j'ai pas de concurrent en France. Je lui en ai identifié 5. Quand C'est, même. et puis je lui ai dit, il faut que tu connaisses que ton truc, il y ait les caractéristiques techniques. Moi, il me fait à peu près 2,20 m de long. Je dis non, non, il fait pas à peu près 2,20 m, il fait 2,17 m, 19, il pèse tant. C'est ton truc, il doit être super normé. Le jour où tu vas demander une homologation, si tu dis c'est à peu près ça, tu l'auras jamais, hein. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai, merci beaucoup, Eric. Donc, on retient, attention à nos différences d'habitude de langage. Et puis, attention aussi à bien s'assurer en amont. Puis, c'est ce que Com mettait de l'avant un peu plus tôt dans la présentation côté études de marché. C'est vrai que le marché français exige qu'on arrive bien préparé. Les Français s'attendent souvent à ce qu'on connaisse leur marché, leur secteur, leurs habitudes, leur vocabulaire. Donc, du coup, faut arriver prêt. Puis ça facilite certainement aussi la communication avec nos partenaires potentiels. Est-ce que, comme de ton côté, tu avais à nous partager peut-être quelques bonnes pratiques d'affaires, comment on accède plus facilement aux gens dans une compagnie quand on a des fois des entreprises qui nous accompagnent dans la qualification de partenaires. Puis, je crois savoir que c'est aussi un axe sur lequel travaillent Desjardins Pasteur Affaires. Mais comment on a accès à eux? Parce que, en tout cas, de moi aussi, mes expériences, j'ai toujours trouvé ça beaucoup plus simple d'accéder aux gens ici à Montréal ou au Québec, Bien, plus largement. bien sûr. Alors, il faut être très têtu hein, quand on attaque le marché français. J'ajoute juste aussi, par rapport à ce que disait Eric, et qui est très pertinent, c'est que oui, on a souvent des concurrents en France, mais vous avez aussi le reste de l'Union européenne et même des Britanniques, hein, parce qu'il y a un accord de libre-échange avec les Britanniques, les Suisses, les Norvégiens, bref, les Européens peuvent vous concurrencer eux aussi sur le marché français. Donc,
Il faut vraiment prendre le temps de regarder tout ça et quelque part regarder un petit peu la France comme une province européenne, comme vous le feriez pour une province canadienne. Ceci étant dit, effectivement, la bonne pratique d'affaires, eh ben, on dit toujours, hein, la noix de coco, l'avocat, et cetera, mais c'est un peu ça. En France, il faut être très insistant. Vous allez vite prendre un non, c'est d'ailleurs, généralement la première chose qu'on dit. C'est la Dans configuration, ça. dans le doute, on n'a pas le temps, on répond non, on prend pas de risque. Ce qui est peut-être l'inverse du québécois qui va dire dans le doute, va dire oui. Mais quoi qu'il en soit, prendre le temps. C'est très difficile et tu as raison, hein, Lucie, d'accéder, aux personnes dans une entreprise. Ils vont pas vous répondre tout de suite, mais en insistant correctement, hein, pas en insistant tous les jours, en harcelant les gens, mais régulièrement, vous demandez un rendez-vous et ça va finir par payer. Accéder au directeur, c'est beaucoup plus difficile également. C'est plus hiérarchisé, qu'au Québec, c'est moins parallèle et donc Verticalement, hein. exactement, exactement. Alors ça a tendance un petit peu à changer, notamment à l'initiative de certains chefs d'entreprise heu, ou interlocuteurs québécois qu'on voit de plus en plus, soit, dans les médias, soit, dans les cercles de décision et néanmoins, il va quand même falloir beaucoup insister et puis, après aller chercher, les bonnes personnes. Alors évidemment, hein, on connaît les chambres de commerce, hein, Lucie, tu le connais mieux que ça, mieux que personne. Il y en a également en France, elles sont utiles, hein, ne les négligez pas, allez les voir. Vous avez des cercles, de type, heu spécialisés, hein, France-Canada. Vous avez le cercle des dirigeants d'entreprise franco-québécois également, vous avez, des chambres de commerce régionales, vous avez certains, cercles, mais vous avez aussi des cercles privés. Moi, je vous les conseille vraiment. C'est plus difficile d'accès, mais il y en a qui sont relativement faciles d'accès. Je pense au Rotary, hein, c'est un club américain, vous le connaissez tous. Il y en a également en France. C'est beaucoup C'est plus aussi. facile parce qu'on dit toujours que, on le sait, la culture française est très autour du réseautage d'affaires aussi. On facilite les choses. On travaille beaucoup par réseau de connaissances. On a toujours un ami, un cousin, Alors beaucoup quelque par chose, j'allais dire par après bouche à oreille. une fois passé ces clubs, c'est beaucoup le bouche à oreille, donc allez-y aussi au niveau personnel. Moi, je dis toujours aux gens: «Prenez le temps, passez pas votre nuit au boulot». Parfois, vous allez gagner plus de contrats et en plus, vous allez vous amuser avec vos amis le soir, devant un match de soccer ou de hockey ou de ce que vous voulez. Mais c'est réel. Moi, je me souviens de vacances à Saint-Jean-de-Luz. Je vais vous donner un exemple très concret où on me dit: «Tiens, il y a, petit Maëro là qui s'implante à Anglette, ou pas très loin. Il serait pas, chez Desjardins ceux-là?» «Ah bah tiens, si». Hop, opportunité d'affaires et puis là-dessus également, quelqu'un qui me dit: «Bah écoute, moi, dans, la construction, écologique, j'ai lu que les Québécois, vous étiez extrêmement bons. Est-ce que tu as pas des gens à me présenter, sur ce secteur-là qui est en forte, Donc, il faut venir. croissance?» Ouais, il faut y Voilà et aller. c'était le projet Woodrise, dans lequel, CDPQ, et Ivanhoe Cambridge sont impliqués et hop, ça a fait tilt. Les Québécois sont très forts, dans la construction bois, il va y avoir des chantiers partout en France. Ils ont peut-être quelque chose à nous apporter Super. et donc je dis pas qu'il faut pas aller au travail, il faut y aller, il faut travailler dur, il faut percer les réseaux, il faut aller dans les réseaux d'affaires, mais prenez le temps d'aller en terrasse, vous prendre une bonne bière ou un bon verre de vin. Ça C'est tout rejoint un peu ce que disait Eric finalement, où il faut qu'on se distingue, puis pour se distinguer et puis revenir dans ce bouche à oreille, bah faut être présent et il faut moralité, il faut venir. Donc là, si ça, est-ce que comme tu voulais Je, ajouter quelque chose, je rajoute ou un petit Eric? Eric. truc. Après une mission, ne pas oublier d'écrire et de dire merci. Ah bah ça Parce, c'est un très bon point. parce que, ça permet à la personne, au destinataire d'avoir vos coordonnées, de pouvoir rebondir demain vers vous. Deux, vous devenez sympathique. Quoi, vous l'étiez, mais vous, il se souvient de vous. Et trois, ça le sera beaucoup plus pratique pour lui si vous vous présentez à d'autres personnes. Culturellement, dans certains pays, si on ne dit pas merci, après, on est mort.
Entre la France et le Québec, c'est pas forcément le cas, mais dans d'autres pays, style la Chine, si on dit pas merci, on est mort. Et c'est un très bon réflexe à prendre des Chinois, c'est dire merci et ça permet aussi d'être un des meilleurs moyens de génération de leads. Super tips, Eric, merci beaucoup. Je suis désolée, en fait, simplement, je vois le temps défiler. J'aimerais bien qu'on puisse arriver au bout de toutes nos thématiques. Alors justement, on disait, il faut venir en France. Quand on a beaucoup parlé quand on veut venir pénétrer le marché français, mais qu'en est-il quand on veut s'implanter? On a commencé à couvrir quelques aspects tantôt, Sylvain, mais quels aspects juridiques on devrait considérer dans le cadre d'une implantation locale? Je pense que c'est important ici, là, là, on parlait quand on fait des premiers pas exploratoires, on n'a pas besoin d'avoir de structure très formelle, mais une fois qu'on s'implante en France, entre autres pour des raisons de fiscalité, puis des raisons de mobilité de main-d'œuvre aussi et autres, il y a lieu de se créer une structure juridique. Bon, les Français ont pas ce qu'on appelle, nous, des compagnies, là, c'est plus des sociétés. Puis rapidement, là, pour justement qu'on ait assez de temps, euh, il y a trois structures principales là, qui sont utilisées en France. Euh, une qui est relativement nouvelle, c'est-à-dire qui existe depuis quelques années, qui a aussi évolué, c'est les SAS, les Sociétés par action simplifiées. C'est une structure absolument, c'est comme un hybride entre ici, notre société par action, puis la société de personnes. Ok. C'est une structure, c'est une incorporation, c'est une société enregistrée, très simple à faire, très simple à gérer et très, très efficace. Ici, l'enjeu, c'est comment rédiger les statuts euh, de, de, de les statuts initiaux parce que tous les pouvoirs, tout ce qui se décide là-dedans, du président, du directeur général, c'est là que ça se retrouve, c'est là que la gouvernance, il faut bien l'établir. C'est là qu'on Ensuite, il y retrouve a la... encore une certaine lourdeur administrative Non, quand non, ça même. c'est assez facile, mais Assez facile. après un SAS, ça prend plus de temps à créer qu'au Québec. Au Québec, quand on a tous les renseignements dans l'heure, c'est fait. Là. En France, il y a un peu plus de délai, là, mais c'est pas très long. Ensuite, la petite sœur de la SAS ou de la Société par action simplifiée, c'est la SARL, c'est la Mhm. Société par action à responsabilité limitée. Ça, c'est toujours un dirigeant comme un président, on va plutôt parler d'un gérant. C'est plus petit, ça coûte moins cher à établir, ça permet d'avoir un plus grand nombre d'associés. Donc, on le voit à l'occasion. Puis la société importante, c'est la société anonyme. Là, Dans des le grosses sphères. désavantage, c'est qu'il faut avoir un capital social de départ plus élevé. Donc, c'est de l'argent qu'il faut considérer qui est bloqué. Et puis, c'est le genre de société qui nous amène à, si on le souhaite, d'être coté à la Bourse de Paris, par exemple. Euh, donc voilà, là, il y a des Si- subtilités, là, évidemment, mais c'est les grandes, je dirais que c'est les grandes distinctions en termes de structure juridique une fois qu'on s'implante en France. Euh, On a de voilà. quoi faire Donc, il un n'y a pas petit peu de. des parallèles. C'est ça, règle générale, dans une SAS, là, juste pour notre public, il n'y a pas de conseil d'administration. C'est fait par les mandataires sociaux, c'est-à-dire le président ou le directeur général. Souvent, c'est une seule personne qui est le PDG, qui a généralement tous les pouvoirs sur la façon dont la société est gérée. C'est bon à Alors, savoir aussi, hein, parce qu'on compte très souvent aujourd'hui au Québec, j'ai l'impression toujours un peu plus, on est très conseillé et très entouré aussi par un conseil aviseur, par un conseil d'administration, chose qu'on voit moins j'ai l'impression quand même dans des plus petites structures en France. non, et puis en France, disons le côté qui est moins agréable versus une compagnie au Québec ou au Canada, c'est le législateur français est beaucoup plus attaché à ce qu'il appelle à l'abus de droits sociaux, à l'abus de biens sociaux, puis il y a tout un régime pénal qui s'applique aux dirigeants Aussi. d'entreprise. Donc, les dirigeants
faut être beaucoup plus prudent quand on accepte un rôle de mandataire social au sein d'une société française parce que c'est un régime juridique qu'on connaît mal, Particulier, oui. particulier, propre à la France, et puis il faut en être informé parce que c'est ça, les responsabilités qui pèsent sur l'individu. Il ne peut pas se cacher derrière l'écran corporatif ou le conseil d'administration. C'est le dirigeant qui est directement impacté avec des conséquences qui peuvent être jusqu'à la prison. Là. On Voilà. n'espère pas aller jusque-là. Non, non, Alors, on ne veut pas aller là, je mais fais... non, non, mais c'est ce que je vous dis parce que moi, Vous c'est avez bon, raison. si on avait le temps, j'ai quelques anecdotes, là, mais je suis jamais allé en prison, mais c'est ça. Des fois, des fois, c'est ça, là, on se fait interroger par la police, puis ils t'informent que tu es en garde à vue finalement, là, puis ils quittent la salle, puis ils disent OK, c'est bon, vous pouvez rentrer chez vous. Pourquoi j'aurais pu aller en prison? Oui, oui, on voulait être bien certain que le dossier. Donc, soyez prudents. C'est ça. D'où on ne fait pas d'excès de prudence. Exact. Jamais assez en tout cas. Donc, Voilà. du coup, ça me faisait faire le pont un petit peu sur un sujet qui intéresse toujours des deux bords, c'est le sujet de la main-d'œuvre. Si je suis au Québec, puis que j'aimerais ça envoyer une de mes ressources françaises pour développer un peu mes affaires quelque temps en France, comment ça se passe? Puis à l'inverse, on en parlait juste à l'instant, si je décide de m'implanter localement, c'est quoi les démarches à entreprendre? Comment je m'y prends? Par quel bout je le prends? Et puis pour nos ressources, les visas de travail, qu'est-ce que ça prend? Bien que j'imagine qu'il faille être encore là accompagné. Non, non, mais il faut être accompagné parce que vaste sujet, l'immigration, même la mobilité de la main-d'œuvre. Bon, le Québec, la France profitent d'accords de mobilité de la main-d'œuvre. Éric Duflot pour en parler. Je suis sûr que Com aussi, parce qu'ils font face à ça régulièrement. Euh, je pense que l'avantage, entre autres, d'avoir une structure légale en France, une société, une compagnie, ça permet d'avoir ce qu'on appelle des transferts intra-entreprises. Donc, ça facilite la mobilité de la main-d'œuvre. Donc, si vous voulez envoyer un salarié québécois en France pour superviser les opérations, d'avoir une structure en France, ça facilite ce transfert-là. Ensuite, les, les visas, permis de travail, ça varie, là, mais ça peut aller jusqu'à 3 ans, renouvelable. Mais là, pour les besoins de la cause ce matin, euh, je ne veux pas aller trop dans le détail parce qu'on peut s'y perdre, mais chaque employé est un cas d'espèce. Après, embaucher un salarié français, là, c'est les règles locales. Là. Là, je ne suis pas avocat français, donc je ne me lancerai pas dans ce sujet-là, mais soyez prudents parce que, encore une fois, en France, ce qu'on appelle le droit de l'emploi, ce qu'ils appellent là-bas le droit social, est très codifié. Comme en faisait mention, le filet social, la protection des salariés est très codifié. Donc, il faut tout faire dans les formes, de la bonne façon de toute façon, et dans les formes parce qu'on peut avoir encore une fois certaines mauvaises surprises. L'autre point, puis avant que je l'oublie, il y a un programme du ministère de l'Industrie du Québec géré par Investissement Québec, puis là, mes collègues peuvent renchérir là-dessus, qui touche plusieurs des sujets. Donc, si vous voulez aller faire l'exportation en France, il y a plusieurs programmes où certaines dépenses admissibles sont remboursées jusqu'à hauteur de 50 dans certains cas. Là. Mais ceci pour dire, donc, pour participer à des foires commerciales, entre autres, donc c'est des programmes qui sont assez généreux, mais ça comprend aussi le salaire d'un employé québécois qui va en France jusqu'à 52 semaines. Il y a une partie du salaire qui peut être remboursée par ce Tout à programme-là, fait. ainsi que l'embauche d'un représentant local. Alors, on va y mettre quelques mesures. Je m'excuse, Sylvain, c'est parce que j'ai eu la douloureuse nouvelle hier soir qu'il a fermé à 23h59. Oh! Alors, c'est un petit peu dommage, donc on ne voudrait pas donner trop plein d'espoir. Okay. On espère que
que c'est une fermeture temporaire et puis que c'est juste du temps d'analyse de dossier, qu'on aura une réouverture en cours d'année. Mais pour l'instant, ça va pas être le cas. Cependant, Non, parce qu'il y avait une enveloppe on a d'autres globale. programmes qui existent. On a un programme fédéral Canexport. C'est pas non plus Bon. le sujet du jour, mais qui peut venir épauler l'expertise conseil dont vous pourriez avoir besoin pour vous exporter. Ça va aller sur le juridique, ça va aller sur le fiscal, ça va aller sur la commercialisation, ça va aller sur tout l'aspect encadrement de projet. Donc, n'hésitez pas. Je suis désolée, l'heure tourne et malheureusement, on va devoir déjà mettre fin un peu à notre panel. On va revenir à notre conclusion pour un petit peu les deux, trois choses qu'on voudrait remettre de l'avant avant de nous quitter. Donc, du coup, je voudrais qu'on prenne quelques minutes quand même pour rappeler un peu les risques encourus à l'international d'un point de vue financier, puis comment on peut se protéger au mieux ces opérations. Alors, je vous propose d'écouter notre expert en technique bancaire à l'international présent ce matin, Monsieur Mathieu Lewis, directeur de développement services internationaux, pardon, pour Desjardins. Mathieu, je t'en prie, on t'écoute. C'est à mon tour, là, officiellement? C'est officiellement à ton tour. Parfait. Alors, on va vous envoyer un premier sondage. C'est est-ce que vous pensiez que j'allais parler éventuellement? Alors, vous avez deux choix de réponse, c'est oui ou non. Non, c'est une blague. Alors, écoutez, j'ai eu envie de rebondir sur plusieurs éléments là, que mes collègues mentionnaient, notamment quand on parlait de bien se préparer, les différences culturelles. Je dirais qu'aussi, là, c'est juste mon avis, là, ne me lancez pas de pierre, là. Je dirais que toute la portion informelle peut vraiment se ressembler France-Québec, mais toute la portion plus formelle est très différente. Alors, de pas prendre ça à la légère. On mentionnait le très, très procéduraux, les Français, plus hiérarchisés. Je suis absolument d'accord avec ça. Je dirais même pardonne peut-être un peu moins, mais ne prennent pas les choses personnelles comme parfois les Québécois peuvent le faire, là, étant une société judéo-chrétienne. Puis là, je vais aborder quelques sujets qui sont relativement vastes. Alors, ne vous en faites pas. On peut se reparler, on peut se retrouver. On peut prendre le temps là, d'en discuter point par point avec plaisir. Donc, ne vous en faites pas si vous trouvez que ça va vite. Et puis, Sylvain aussi mentionnait là, l'aspect fiscal. Je ne suis pas avocat, je ne suis pas fiscaliste, ni avocat fiscaliste. Donc, parlez justement là, à vos comptables, à vos fiscalistes, à vos avocats fiscalistes. C'est une excellente idée là, avant de se lancer dans ce genre de projet d'exportation. Alors, je vais partager mon écran et pardonnez-moi si ce n'est pas parfaitement smooth là, parce que j'ai des petits enjeux avec Zoom. Est-ce que vous voyez? Oui, Mathieu, vas-y, je t'en prie. Oui, vous voyez? OK, parfait. OK, alors, donc, on va y aller avec les risques commerciaux de façon plus généralisée. C'est sûr qu'avec un pays comme la France, il n'y a pas de risque pays, il n'y a pas d'enjeu géopolitique. Là. Vous pourriez ne pas être d'accord avec la politique là, de la France, mais il n'y a pas d'enjeu géopolitique comme il pourrait y avoir dans plusieurs pays là, qui sont notamment mentionnés aux nouvelles. Donc, le risque principal, le risque commercial principal, c'est vraiment là, de vendre un produit, d'effectuer un service pour notamment notre client français et ne pas être payé, okay, ou d'être payé en retard. Donc, gardez ça en tête. Il y a des façons de se protéger, de mitiger ces risques-là, notamment via des outils comme des lettres de garantie ou des lettres de crédit stand-by ou carrément des lettres de crédit le documentaire là, pour faire des paiements. Donc, c'est une façon, en fait, de venir encadrer ce type de transaction-là. D'autres risques qui sont vraiment importants sont les risques de change et de commodité. Donc, les devises fluctuent constamment. Okay? Ça, c'est juste un petit exemple pour vous montrer que peu importe où est-ce qu'on est, en fait,
il y a quelque part dans le monde où la bourse est ouverte, puis les flux d'argent se transigent. Alors, il va toujours y avoir de la fluctuation sur les taux de change. Donc, c'est important de prendre ça en considération si on pense faire de l'exportation avec la France ou ouvrir un bureau, faire des activités, prendre en considération que l'euro, ben, ça coûte plus cher que le canadien et que ça fluctue en permanence. Alors, même si on a des employés stables, on a un produit stable, ben, le fait on introduit une autre devise, ben, ça vient justement complexifier les opérations. Il va de soi que la devise américaine, c'est la devise la plus transigée dans le monde. C'est ni plus ni moins là, la monnaie mondiale, mais le numéro 2, c'est l'euro. Il y a énormément de pays qui utilisent l'euro comme monnaie. Alors, c'est vraiment important de comprendre les enjeux liés au risque de change. Rapidement, pourquoi se protéger? Ben, ça dit tout simplement garantir votre marge bénéficiaire, offrir des prix stables, aussi vous permettre de vous concentrer sur, excusez-moi l'anglicisme, votre core business. Donc, prendre le temps de se concentrer sur ce qui est important pour l'entreprise et pas regarder là, les marchés en permanence pour savoir où est-ce que va être l'EuroCAD dans 2 semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois. Je vous dirais qu'avec mon expérience, peut-être d'autres personnes sur l'appel aujourd'hui peuvent en témoigner. Malheureusement, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont faire l'erreur là, de vouloir là, à tout prix vouloir contrôler cet aspect-là, alors que ça n'a pas du tout de lien, ça n'a pas du tout de lien avec le core business de l'entreprise. Une entreprise qui pourrait vendre des services ou des produits justement là, à l'étranger ne devrait pas le mettre là, la majorité de son temps sur la fluctuation des devises. Juste pour vous mentionner, je ne sais pas si vous voyez bien, je l'espère, sinon je vous l'explique. Le meilleur de chaque institution financière, okay, donc on peut dire le Lionel Messi, là, pour faire un exemple international, le Lionel Messi de chaque institution financière va faire des prédictions en début d'année où, exemple, va se trouver le taux USD CAD, où va se trouver le taux Euro CAD, exemple, en fin d'année, donc 1 an plus tard. Puis, on parle du meilleur, là, un économiste là, chevronné, là, le meilleur ou la meilleure de chaque institution financière. Puis, entre le plafond et le plancher dans ces prédictions-là, on peut avoir là, des fois là, jusqu'à 15-20 sous d'écart. Donc, si le meilleur de chez Barclays, Desjardins, Banque nationale, CIC, donc, ne le sait pas exactement où est-ce que ça va être, bien, c'est difficile là, pour, je dirais, moi, simple banquier, et même des entrepreneurs, de savoir exactement où le taux va se trouver. Alors, le mot d'ordre, c'est vraiment parler à votre banquier, protégez-vous, informez-vous sur ce qui existe comme solution. Il existe plusieurs solutions. Je vous donne juste un petit exemple. Il y a quelque chose qui s'appelle la couverture naturelle. Donc, si vous avez un fournisseur qui se trouve en Europe, que vous payez en euros 1 million d'euros, et vous avez aussi un client en France qui vous paye 1 million d'euros dans la même année, bien, ça s'annule. Il y a un risque nul. On appelle ça une couverture naturelle là, à 100%. Alors, ça vaut la peine de parler à votre banquier, au moins pour analyser là, tous ces risques-là en lien avec la variation des taux de change. Rapidement, commodité. Donc, si jamais votre industrie est corrélée d'un peu ou de loin avec des commodités, comme indiqué à l'écran, eh bien, vous pourriez justement vouloir aussi en connaître un petit peu plus sur comment vous protéger contre les fluctuations des commodités qui pourraient finalement avoir un impact sur vos activités locales ou internationales. Et pour terminer, passeport à faire, mon collègue Combe en a mentionné, en a parlé un petit peu plus tôt, brièvement. Donc, Desjardins, on a un partenariat avec le groupe Crédit Mutuel CIC qui fait en sorte qu'on a un rayonnement international.
Donc, Desjardins en soi, on a des bureaux au Canada, aux États-Unis, puis on a un bureau où Combe est présentement assis, j'imagine, à Paris. Donc, pour élargir en fait nos horizons à l'international, on a fait un partenariat avec le groupe Crédit Mutuel CIC et on a donc accès à leurs bureaux locaux. Donc, ce que ça veut dire, c'est que partout, à bien des endroits dans le monde, en Europe principalement, en France, on est en mesure d'avoir une expérience locale. C'est-à-dire que si jamais vous recherchez de nouveaux clients, de nouveaux fournisseurs, vous recherchez à faire de la fusion-acquisition, on a parlé de joint venture un petit peu plus tôt. Donc, peu importe ce que sont vos besoins, peut-être une étude de marché, bien, parlez-moi, on va pouvoir vous parler davantage de ce service-là. C'est un service clé en main qui vient adresser des besoins micro sur vos besoins à l'exportation. Merci, Mathieu. Oh, pardon. Et voilà, ça se termine comme ça. Merci beaucoup. Pardon, Mathieu, merci beaucoup. Je pensais qu'on était arrivé au bout. Écoutez, on a pris la chance de prendre un peu plus de questions sur le panel et de prendre un peu plus de temps parce qu'on ne voyait pas trop de questions rentrer dans le Q&A. On suppose donc que nos experts ont pas mal couvert le sujet ce matin. Alors, messieurs, un grand merci pour ce beau tour de France qu'on a fait ce matin. J'espère pour nos participants que ça vous aura ouvert de nouveaux horizons pour vos projets d'exportation actuels ou futurs. En tout cas, j'espère que vous repartez mieux éclairés sur le territoire français. À tous les quatre, un grand merci d'avoir été présents ce matin et cet après-midi sur l'heure française. Je tiens encore également à remercier nos partenaires Desjardins et Langlois Avocats qui ont permis l'organisation de cette activité ce matin. Et puis, un grand merci à tous de nous avoir suivis. Nos excuses pour les quelques minutes qu'on a pris de retard. Encore une fois, les présentations de nos intervenants avec leurs contacts vous seront transmises. N'hésitez pas à les contacter. Si vous voulez parler plus largement d'exportation, Mathieu le disait, il est à votre disposition. Et puis nous, de notre côté, notre service d'aide à l'exportation sera ravi également de vous partager son expertise. Donc, je vous souhaite une excellente journée, une excellente fin de semaine. Merci, messieurs, et à très bientôt.